Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Ce soir au programme, une présentation du refuge, vous l'aurez compris. L'idée, c'est d'abord de remercier les personnes qui sont passées avant moi. Donc merci beaucoup à Ludovic Bornand qui nous a fait les mots de bienvenue et puis pour la collaboration qu'on a avec Erdado depuis plusieurs années. Merci à notre président Matasserra pour son introduction et bien évidemment merci Thierry Apotello, monsieur le conseiller d'État chargé du département de la cohésion sociale pour vos mots encourageants qui nous font chaud au cœur et qui nous permettent d'avoir envie de continuer. Je suis Alex Capatici, donc la personne responsable du refuge de Naève, responsable social. Et ce soir, avec l'équipe, ils seront magnifiques également, nous aimerions vous parler de... Nous aimerions que vous fassiez davantage connaissance avec le refuge. Le refuge d'aujourd'hui. On aurait pu vous faire un beau film avec défiler plein de petites photos de comment le refuge a grandi, avec toutes nos coupes de cheveux de l'époque, enfin, pour celles qui en avaient. Mais non, on a préféré être dans la sobriété. Puis nous, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est que vous nous connaissiez davantage, parce qu'on entend beaucoup de choses circuler sur le refuge, mais souvent éloignées de nos prestations. Alors, comme l'a expliqué Mathias, le refuge est né d'appels récurrents à dialoguer avec des jeunes qui étaient en difficulté en famille ou à l'école, des chiffres de santé mentale à l'époque qui sortaient sur les idées noires, les idées suicidaires, une santé mentale délétère, des problèmes en famille. Toutes ces choses-là ont donné envie à dialoguer de permettre à ces jeunes d'avoir un accompagnement professionnalisé et spécifique. Je mets cette page blanche parce que quand Dialoguer m'a fait l'honneur de m'embaucher, c'était le petit moment de solitude. Par où commencer ? Un peu tout à la fois. Démarcher le réseau, conceptualiser les prestations, aménager les locaux, l'hébergement, etc. Tout en même temps. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que très rapidement, au bout de 15 jours, un jeune est déjà venu frapper à la porte du refuge. J'entendais beaucoup de personnes qui me disaient « tu verras, ça va mettre du temps à débuter ». Non, tout de suite, on a eu des jeunes et puis on a hébergé au bout de 3 mois. La demande ne faisait plus de doute. Et Alex, quand tu dis nous, c'est qui nous exactement? Qui nous sommes? Bonne et longue question. Alors, comme vous l'aurez compris, le refuge a commencé avec un poste à 80% de coordination et de travail social. Et puis, au fur et à mesure, durement gagné par la recherche de fonds, nous avons complété l'équipe au fil des années et nous avons aujourd'hui 2 postes qui sont voués à l'accompagnement individuel, qui sont Rémi et Charlotte, que vous voyez par là-bas. Et puis, un binôme qui s'occupe de la permanence d'accueil libre au refuge et qui s'occupe de l'animation Cassandra et Dana. Nous sommes donc 5 pour 3,4 équivalents temps plein, aujourd'hui formés en travail social ou en psychologie. Et nous accompagnons donc ces jeunes en difficulté, en individuel et en collectif. Quand Alex parle de jeunes en difficulté, de qui on parle finalement ? De qui parle-t-on ? On parle donc des jeunes LGBTIQ+, et de leur entourage. Donc on accueille ces jeunes jusqu'à 30 ans, sans limite basse, donc on a aussi des enfants. LGBT quoi ? Avec toutes ces lettres, je suis perdue. Tu peux nous en dire plus sur ces jeunes ? Alors évidemment, ce soir, l'idée n'est pas de vous faire un cours sur la diversité sexuelle et de genre, surtout que j'ai la liste des invités. Alors je sais qu'il n'y a pas que des néophytes parmi nous, mais simplement rappeler que derrière cet acronyme LGBTIQ+, se cachent évidemment les orientations sexuelles et les identités de genre, lesbiennes, gay, bisexuelles. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les jeunes qui viennent au refuge pour ces questions-là se définissent pas forcément avec ces 3 lettres-là, puis il y a une diversité de dénominations qu'on ne pourrait pas être exhaustif. Il y a des jeunes qui viennent aussi avec des variations du développement sexuel, des intersexes, et qui peuvent avoir dans leur parcours des similitudes avec les personnes transgenres. Les personnes transgenres, donc ce fameux T, donc des personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'assignation à la naissance. Vous allez me dire qu'est-ce ça veut dire que quand on nous assigne un genre à la naissance par rapport à notre biologie. Soit on est OK avec cette assignation et puis on se sent confortable et on dit qu'on est une personne cisgenre, soit on peut ne pas être confortable avec ça et même être en souffrance, on dit qu'on est une personne transgenre.
Sous ce mot transgenre, c'est évidemment un terme parapluie. On retrouve des parcours binaires, c'est-à-dire des personnes qui vont retrouver une case connue chez l'homme ou chez la femme, ou des parcours non binaires, moins conventionnels, qui ne vont pas se reconnaître exclusivement dans le féminin et dans le masculin. C'est tout bon pour le LGBTQ+. Vous pouvez me faire oui. C'est timide encore. Mais du coup, pour quel motif est-ce que les jeunes viennent-ils au refuge Genève? Alors les jeunes viennent pour différentes raisons, à différents moments donnés de leur parcours et pour des dimensions différentes de leur vie. Si on devait résumer, quand on est une personne LGBT, on a un ressenti de départ, comme un sentiment d'inadéquation ou de différence, voire de souffrance. Et puis on met du temps à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Eh bien les jeunes peuvent arriver déjà à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils se questionnent. Ils ne se questionnent pas tellement sur leur ressenti, le ressenti est là, mais ils cherchent comment le définir, l'expliquer, voire le transmettre autour d'elles. Il y a cette période justement où vous voyez au milieu la crise. Pourquoi ? Parce que les jeunes vont se retrouver dans une forme de non-retour. C'est-à-dire, je sais comment je me définis, j'ai compris, j'ai mis des mots, mais je ne l'ai pas forcément transmis. Est-ce que je dois le faire ? Comment je dois le faire ? À qui je dois le faire ? Et là, forcément, les jeunes arrivent beaucoup autour du coming out, soit avant le coming out, parce qu'elles souhaitent le préparer pour la famille, pour l'école, ou autre. Il y a certains jeunes l'ont déjà fait à l'école, mais pas en famille, ou vice-versa. Vous voyez que ce chemin, il peut avoir des retours en arrière, voilà, etc. Et puis, certains et certaines l'ont fait, puis ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc, on vient aussi aider, soutenir et rencontrer l'entourage pour démêler tout ça. Puis parfois, il y a même des ruptures suite à des coming out. Et bien sûr, on est là tout au long du parcours de réappropriation des jeunes. Un tableau que vous devrez apprendre par cœur, un petit contrôle en sortant, bien évidemment. L'idée, c'est simplement de vous mettre en exergue les thématiques pour lesquelles les jeunes viennent chez nous. Et puis évidemment, notre façon et les enjeux qu'il y a derrière la prise en charge est lié à l'âge. Mais vous voyez par exemple que le travail avec les familles peut commencer très très tôt, à n'importe quel âge pour les jeunes enfants. On va retrouver un petit peu plus tard pour les questions d'orientation sexuelle. Et encore qu'on a déjà eu des jeunes de 8 ans venir pour ces questions-là. Et puis, je ne le dirai jamais assez, mais évidemment que les jeunes qui viennent chez nous ont vécu, pour de nombreux et nombreuses, des discriminations, du rejet, des violences, mais surtout de la peur du rejet et de la violence et de l'homophobie, de la transphobie intériorisée. Et on vient évidemment les aider également sur cet aspect-là pour se libérer et puis être fiers d'être ce qu'elles sont. Oui, mais ça, du coup, ça concerne pas vraiment beaucoup de monde. Vous accompagnez combien de gens au refuge? 8, 10 jeunes? 8-10 jeunes tous les 10 ans. Vous voyez sur ce graphique en jaune le nombre total de nouvelles situations qu'on accueille par année. Ça veut dire que dans ce chiffre n'est pas compris les anciennes situations, car on suit des jeunes sur le long cours pour des choses différentes qui peuvent venir sur plusieurs années. Donc, il faut compter à peu près un tiers de plus sur ces chiffres-là. En rouge, vous voyez les jeunes qui viennent pour des questions d'identité de genre, et en vert, les jeunes qui viennent pour des questions d'orientation sexuelle et ou affective. Vous voyez bien que la question transgenre est majoritaire, quoiqu'en 2024, on ressent un certain équilibre sur ces deux thématiques. J'arrête pas d'y penser. Je sais bien que je suis attirée par ma pote, mais je suis pas lesbienne, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais plus. Je sais vraiment pas qui pourrait m'aider pour y voir plus clair. Mais t'as jamais entendu parler du refuge Genève? Je crois qu'elles font des entretiens pour parler de ça. Des entretiens? Mais ça me fait un petit peu peur, ça. Il se passe quoi, ces entretiens? C'est notre première prestation d'accompagnement individuel avec sous forme d'entretien. Pareil, graphique à apprendre par cœur, bien évidemment. Quand vous voyez ces types de graphiques un peu compliqués, c'est simplement qu'on a modélisé nos prestations pour essayer de voir si on travaillait bien. Donc, les entretiens individuels, ils visent évidemment à valider le ressenti des jeunes et à comprendre l'impact que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre a sur leur vie sociale, familiale, scolaire, etc. Et bien sûr sur leur estime de soi. Comme vous le voyez, elle repose sur un protocole précis avec des objectifs précis.
centrés sur la priorité de la personne, leur timing. Des fois, on a plein de bonnes idées en tant que professionnels sur ce qu'il faudrait faire. Et puis, quand on leur demande quelle est leur priorité, elle est très éloignée de ce qu'on a pu imaginer. Et puis, vous voyez, les jeunes se sont écoutés. Ouh là là, au refuge, ils ont inventé la roue. Ben oui, les jeunes qui vont rencontrer d'autres professionnels dans les milieux ordinaires doivent se poser la question, est-ce que je peux parler de cette thématique? Nous, on a un effet en soi du fait d'être un lieu spécifique où les jeunes savent qu'ils peuvent parler de cette thématique sans se poser la question. Et évidemment, notre travail, c'est de développer les ressources de la personne. On a plutôt une approche centrée solution. Et l'idée, c'est que les jeunes retrouvent un sentiment d'appartenance, de reconnaissance, une confiance en soi et surtout retrouver du pouvoir d'agir sur leur vie. J'ai dit à mes parents que je me sentais garçon. Mon père est parti sans rien dire et ma mère a pleuré toute la soirée. Je fais quoi, moi? Alors oui, les coming out, ça peut générer ceci. Mais en réalité, on a très souvent plutôt des familles comme cela. Mais dans tous les cas, quand un coming out se passe en famille, la famille est déstabilisée, quel que soit le degré d'amour ou de compréhension de la thématique. Pourquoi elles sont déstabilisées, les familles? Souvent pour des questions de culpabilité. Les familles pensent qu'elles ont fait quelque chose de faux. Donc déjà, notre idée, c'est de leur montrer que la situation n'est pas si grave et que personne n'est responsable de rien et que peut-être que ce qui se passe, c'est chouette. Donc ça, c'est notre premier travail de déculpabilisation. Et puis évidemment, les parents ont peur pour leur enfant. Ça veut dire qu'ils identifient qu'aujourd'hui, être une personne LGBT comporte des obstacles et des risques. Et puis, aussi la peur du regard des autres, comment je vais faire face à ma famille ou ma communauté. Et oui, les parents font des coming out également en révélant l'orientation sexuelle et l'identité de genre de leur enfant. Et ils essuient aussi les réactions des personnes. Donc il y a comme un terrain empathique qui se crée à ce moment-là, qui est aussi nécessaire pour le cheminement des parents. La culture et la religion peuvent être des obstacles, mais nous on dit toujours que ce n'est pas des obstacles en soi, c'est souvent des écrans de fumée. En tous les cas, ce qu'on va travailler en premier avec les familles, c'est qu'est-ce que les familles comprennent de la thématique, quelles connaissances elles en ont et quels préjugés parfois. Et en amenant de la connaissance, on avance déjà d'un pas dans le travail avec les familles. En tous les cas, la famille est toujours un partenaire privilégié, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers et les premières qui nous empêchent d'aller vers les familles, c'est les jeunes. Donc on doit faire un gros travail d'adhésion parfois pour que les jeunes nous permettent et nous autorisent à rentrer en contact avec la famille et à aider la famille à soutenir leur enfant, parce que c'est ça l'idée. Les enjeux autour du travail avec les familles, ça c'est une étude liée à la transidentité, mais nous on le voit tous les jours sur le terrain, l'amélioration de la santé mentale des jeunes quand les parents soutiennent, et on retrouve les mêmes chiffres pour les questions d'orientation sexuelle et ou affective. Ma fille se sent garçon, je sais pas si j'ai bien réagi. J'ai peur de mal faire, je sais pas si je dois l'encourager ou pas. Je sais pas comment le soutenir. On reçoit les familles comme on reçoit les jeunes. Ça, j'aime bien le redire, c'est-à-dire que dans le non-jugement, on accueille les émotions des parents et surtout là où elles en sont. Et ça, c'est hyper important parce que les parents sont rarement au même moment dans leur chemin que les enfants. Et notre travail, c'est d'équilibrer la balance pour que chacune se comprenne et que les parents et les jeunes puissent aussi avoir de l'empathie pour les uns et pour les autres. Ça se fait, les rencontres avec les parents, par des entretiens individuels, souvent en première partie sans les enfants, pour permettre aux parents de déposer. Et puis, selon la situation, on peut réintégrer leurs enfants dans la discussion. Des groupes de parole ont lieu tous les 2 mois au refuge. C'est un moment important de partage de vécu. Ce que peut dire un ou une professionnelle n'aura jamais le même retentissement qu'une personne qui vit la même chose. Ça me saoule, j'en ai marre des questions déplacées des gens de ma classe. Je sais plus quoi faire et j'ai même plus envie de retourner en cours. Nous proposons pour les établissements scolaires différentes choses. Alors, nous intervenons dans le cadre du contrat de mandat que le DIP a avec la Fédération genevoise des associations LGBT qui travaillent sur les questions d'école. Et nous intervenons uniquement lors d'une situation spécifique, soit un ou une élève vit des discriminations homophobes, transphobes, soit il y a une demande de transition sociale à l'école.
Et là, nous proposons un accompagnement de l'élève, de la famille et de l'établissement. Quand on va vers les écoles, parce que cette fois les écoles viennent vers nous, on a toujours fait une évaluation globale de la situation. On est capable de dire où en est la famille, si elle est soutenante, si elle souhaite empêcher le processus ou non. Et puis, on va proposer à l'école un espace de parole pour les adultes qui entourent l'élève, pour amener de la connaissance, répondre aux questions, et surtout pour donner des outils aussi aux adultes pour pouvoir répondre à la situation. Et puis, on peut intervenir aussi dans le groupe classe. Tout ceci est soumis à l'autorisation de l'élève. Nos interventions dans les classes sont faites pour développer l'empathie dans la classe, amener de la connaissance et aussi pour répondre aux questions. On accompagne aussi l'établissement qui le souhaite aux bonnes pratiques concernant la thématique et on est là sur le long cours. C'est-à-dire que quand on fait une intervention, on ne disparaît pas de la situation. L'école peut toujours nous solliciter. Ce processus est complètement transposable à d'autres lieux éducatifs, foyers éducatifs, maisons de quartier, partout où les jeunes gravitent. On peut proposer ce type d'accompagnement. Ok, j'ai compris. Donc, vous pouvez nous aider à nous affirmer, nous comprendre, nous soutenir avec notre entourage, à l'école. Mais moi, j'ai l'impression d'être seule avec toutes ces questions. Je connais personne qui vit la même chose que moi. Mais non. Je dis mais non, parce que souvent les jeunes, encore aujourd'hui, nous disent mais moi je suis le seul ou la seule à vivre ça. Donc, avec l'accompagnement individuel qui est né au refuge, très rapidement on s'est rendu compte que c'était très important. Puis à la demande des jeunes, il faut savoir, je ne vais pas dire en introduction, mais toutes les prestations que vous voyez ici, ce sont les jeunes ou les familles, voire les professionnels qui nous l'ont demandé. Et ça vient de là. Donc on a créé cet accueil libre quand on a eu la ressource humaine pour le faire. C'est une permanence d'accueil libre ouverte de 13h à 20h, donc les jeunes viennent sans rendez-vous, évidemment. Partageux, c'est un lieu d'échange, d'expérimentation positive, d'affirmation de soi, de rencontre. C'est une belle opportunité pour les jeunes de sortir de l'isolement. C'est notre bête noire, l'isolement. On sait que quand on casse l'isolement, on casse aussi la chaîne de mauvaise santé mentale. Donc les jeunes, ils vivent dans ce lieu comme un lieu de solidarité. Et puis l'équipe dans ce lieu propose 3 activités par mois, soit pour réunir une lettre de l'acronyme, soit des thématiques d'affirmation de genre, comme le self-défense, le make-up et j'en passe, la piscine, soit pour des thématiques récurrentes. Ça aussi, les jeunes nous laissent une petite ardoise et puis nous mettent les petites activités. Alors, on ne répond pas toujours à toutes les propositions, mais on essaye de prendre leurs idées. Et puis, on fait un camp chaque année de 4 jours, en général, au mois d'août. Ce lieu, pour moi, c'est vraiment une articulation parfaite avec l'entretien individuel. Parce que les jeunes qui viennent en entretien individuel, parfois vivent de l'isolement et vont avoir du mal à aller vers les autres. Et on arrive à les intégrer sur l'accueil libre et leur permettre de s'ouvrir et de vivre d'autres choses. Et inversement, on a des jeunes qui viennent sur l'accueil libre et qui n'ont pas envie d'aller en entretien individuel alors qu'on sait qu'ils pourraient en avoir besoin. Et puis, on arrive parfois à les accrocher aussi avec ça, puis pouvoir les aider sur d'autres domaines. Donc ça, c'est très chouette d'avoir ces 2 prestations qui s'articulent. J'ai 20 ans et depuis mon coming out, c'est invivable à la maison. J'en veux plus, j'arrive plus à trouver de solution. J'aime mes parents, mais je me sens plus en sécurité et j'ai besoin d'une pause. Alors nous avons effectivement un hébergement de 3 places en colocation pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont en difficulté de logement à cause de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. On ne reçoit pas tous les jeunes LGBT de la région, et bien ceux et celles qui sont en difficulté avec ça. Mais on a été beaucoup médiatisé sur l'aspect hébergement parce que c'est ce qu'on retrouvait aussi en France. On s'est très vite distingué de ce modèle parce que pour nous, c'est plus important d'aller travailler en amont, d'aller essayer de renouer avec les familles ou de développer l'émancipation personnelle des jeunes avec le réseau. Et puis, dans des situations spécifiques de risque imminent pour la santé physique ou psychique, on a cet outil précieux et on peut héberger ces jeunes. Mais quand même, notre travail se situe plutôt en amont. Puis si on ne peut pas accueillir ces jeunes parce qu'on est plein ou parce qu'elles ne rentrent pas dans les critères, on les accompagne bien évidemment sur les questions de logement avec l'aide du réseau. Je suis éducatrice en foyer. Nous avons la situation d'une jeune qui nous demande d'utiliser un autre prénom. Et cela a généré beaucoup de discussions en équipe. On voudrait faire bien. Vous pouvez nous aider?
Alors, le travail en réseau, pour nous, il est à plusieurs niveaux. Bien sûr qu'on travaille en réseau dans les situations, justement pour tirer le filet de sécurité, notamment quand il y a des idées suicidaires, par exemple, mais bien évidemment pour que le jeune soit pris en charge le mieux possible. Mais on s'est vite rendu compte que les enjeux autour de la thématique étaient un effort supplémentaire dans la collaboration avec le réseau pour que les partenaires puissent comprendre les enjeux et ne les mettent pas au second plan. Donc on a rapidement proposé des sensibilisations et des formations pour les équipes de santé ou du social, mais aussi, on a aussi un modèle pour aller intervenir avec les jeunes, de la même manière qu'on va dans les écoles, on peut aller dans les maisons de quartier ou dans les lieux ou dans les groupes jeunes où la question souhaiterait être abordée. Tout ça, ça permet de ramener de la connaissance, de l'empathie, et puis moins de violence et moins de discrimination. Notre dernière prestation est la convention qu'on a avec le tribunal des mineurs. On s'est rendu compte que les personnes qui agressaient dans l'espace public étaient pour souvent mineurs. Donc, en bonne éduque, on a démarché le tribunal des mineurs et puis on a proposé une convention qui a été acceptée. Et donc, c'est 3 modules. Donc, c'est une sanction qui est donnée par le tribunal des mineurs s'il y a eu un acte de fait. Donc, on propose des travaux d'intérêt général. C'est une forme de réparation à la communauté, mais c'est aussi pour nous un moment de faire le lien avec la personne concernée. Puis il y a un module de sensibilisation, on va amener de la connaissance, mais on va aussi croiser avec l'acte commis. Et puis il y a une rencontre avec une personne LGBT de l'association qui va se poser plutôt en tant que témoin, qui va permettre une rencontre, une discussion, j'ai envie de dire à cœur ouvert, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, et pour ramener un peu d'humanité à ce processus. Donc, si on devait résumer, et bien sûr, je vais vous demander de le faire sur la... Non, je plaisante. Le Refuge Genève essaye de favoriser l'affirmation des jeunes, leur autodétermination, à développer les personnes ressources autour d'elles, dans l'entourage proche, à développer un filet de sécurité avec le réseau, à former, informer, soutenir le réseau sur la thématique, à favoriser le partage de vécu et rompre l'isolement des jeunes, à développer l'estime de soi par des ateliers spécifiques, mais on va dire que c'est en filigrane de toutes nos prestations, à protéger, défendre et sécuriser les jeunes, que ce soit dans leur hébergement, en scolarité ou en famille. On essaye de les accompagner à toutes les étapes d'affirmation. Et puis, je reviens encore là-dessus, on a débuté là-dessus, mais on évalue et on prévient les risques de santé mentale parce qu'on sait que les jeunes LGBT sont plus en proie que les autres. C'est ça chez nous, le travail social avec les jeunes du refuge. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre attention. Et puis, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur ce que nous faisons.